J'ai gagné 140 millions d'euros. Je l'ai caché à tout le monde. Et une semaine avant Noël, ma propre mère m'a dit, « Tu n'as rien à fêter cette année, reste loin d'ici, ne nous fiche pas la honte devant les invités. » J'ai obéi. Je suis resté loin. Mais le soir du réveillon, j'ai posté une seule photo, une simple preuve de ma nouvelle vie, et mon téléphone a failli exploser avec 50 appels manqués. Ils voulaient que je sois invisible? Ils ont été servis. Mais ce qu'ils ont découvert ensuite les a fait trembler de peur. Avant de vous raconter comment j'ai orchestré ma vengeance la plus froide et la plus satisfaisante, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore savoir jusqu'où mes histoires voyagent. Je m'appelle Azili, j'ai 32 ans, et il y a encore quelques semaines, j'étais la ratée de la famille. Je me souviens exactement de l'instant où tout a basculé. J'étais assise sur le canapé défoncé de mon 20 mètres carrés à Saint-Denis, en banlieue parisienne. L'air sentait le renfermé et l'humidité, une odeur qui s'imprègne dans les vêtements et ne part jamais vraiment. Dehors, les sirènes de police hurlaient, une berceuse habituelle dans mon quartier. Devant moi, un bol de nouilles instantanées fumait, mon repas de luxe pour la soirée. Mais mes yeux n'étaient pas fixés sur mon dîner médiocre. Ils étaient rivés sur l'écran fissuré de mon téléphone. L'application de ma banque était ouverte. J'ai rafraîchi la page une fois. 2 fois. 3 fois. Le chiffre ne changeait pas. 140 millions d'euros. 140 millions d'euros. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli renverser le bouillon brûlant sur mes genoux. Ce n'était pas une erreur informatique. C'était la réalité. Le ticket euro-million que j'avais validé machinalement au tabac du coin, ce petit bout de papier froissé que j'avais failli jeter avec un ticket de caisse, venait de changer ma génétique sociale. Je n'ai pas hurlé de joie. Je n'ai pas sauté au plafond. Au contraire, une vague de terreur glacée m'a envahi. La première pensée qui a traversé mon esprit n'était pas « je vais voyager » ou « je vais acheter une maison ». Non. Ma première pensée a été « s'ils la prennent, ils vont me dévorer vivante ». Eux, c'est ma famille. Les de la Vallière. Un nom à particules pour une famille qui vit dans le paraître, dans le jugement perpétuel, et dans une méchanceté qui se déguise en bonne manière. Le téléphone a vibré, brisant le silence de ma sidération. L'écran affichait « Maman ». La sonnerie stridente m'a fait sursauter comme si on venait de tirer un coup de feu. Mon cœur battait la chamade, non pas d'amour filial, mais d'un réflexe pavlovien de stress. J'ai décroché, essayant de contrôler ma voix qui voulait partir dans les aigus. « Allô, maman ?» Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ?» La voix de Sibylle, ma mère, a traversé le combiné, tranchante et froide comme du cristal brisé. « Azili, je n'ai pas beaucoup de temps, je suis en plein préparatif. Ton père et moi avons discuté pour le réveillon de Noël. » J'ai retenu mon souffle. Je savais ce qui allait venir. Je le sentais dans mes os. Oui. Écoute, cette année, c'est un peu particulier. Ta sœur Ombeline et son mari Gontran ont invité des investisseurs immobiliers très importants. Des gens d'un certain standing. Elle a marqué une pause, laissant le silence appuyer ses propos. Et alors ? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Et alors, ta situation actuelle, Azili ? Tu es au chômage. Tu vis dans ce quartier difficile. Tes vêtements sont fatigués. On pense que ta présence pourrait créer un malaise. On ne veut pas que tu te sentes mal à l'aise, et franchement, on ne veut pas avoir à expliquer pourquoi notre fille aînée ressemble à une sans-abri au milieu du salon. Les mots ont atterri comme des gifles. Une sans-abri. La honte. Le malaise. Donc, tu me demandes de ne pas venir à Noël ? C'est ça ? J'ai entendu son soupir agacé à l'autre bout de la ligne. Ne sois pas dramatique. On te protège, c'est tout. Tu n'as rien à fêter cette année de toute façon, non ? Regarde ta vie. C'est un désastre. Reste chez toi, fais-toi discrète. Tu pourras passer le 26 récupérer les restes si tu veux. Allez, je dois te laisser, le traiteur arrive. Elle a raccroché. Le silence est retombé dans mon petit appartement miteux.
J'ai regardé mon bol de nouilles. J'ai regardé l'écran de mon téléphone où l'application bancaire était toujours ouverte. 140 millions d'euros. Un rire nerveux, presque hystérique, est monté dans ma gorge. Elle pensait qu'elle écartait la honte de la famille. Elle pensait qu'elle protégeait son précieux dîner mondain d'une ratée. Elle ne savait pas qu'elle venait de bannir la femme la plus riche qu'elle ne connaîtrait jamais. Elle venait de claquer la porte au nez d'une banque ambulante. Et à cet instant précis, la terreur a disparu. La tristesse a disparu. Quelque chose de froid, de dur et de tranchant s'est installé dans ma poitrine. J'ai pris une bouchée de mes nouilles trop cuites, et pour la première fois de ma vie, elles avaient le goût de la victoire. Je n'allais rien dire. Pas maintenant. J'allais les laisser s'enfoncer. J'allais observer leur cirque pathétique depuis ma tour d'ivoire invisible. J'ai reposé le téléphone. Très bien, maman. Tu ne veux pas que je vienne? Je ne viendrai pas. Mais tu vas regretter cet appel jusqu'à ton dernier souffle. Vous devez vous demander pourquoi je suis restée aussi calme. Pourquoi je n'ai pas hurlé dans le combiné, je suis riche, bande d'idiots. Pourquoi j'ai choisi le silence plutôt que l'éclat. Pour comprendre, il faut que je vous emmène faire un tour dans le musée de mes cicatrices. Ce n'est pas un endroit joyeux, mais c'est nécessaire pour comprendre pourquoi ma vengeance devait être un plat qui se mange glacé. Dans la famille de la Vallière, les rôles ont été distribués avant même notre naissance. Ombeline, ma sœur cadette, était l'enfant roi. Malo, le petit dernier, était le prince héritier. Et moi? J'étais le bouc émissaire. La variable d'ajustement. L'erreur de calcul. Je me souviens d'un jour précis. J'avais 10 ans. J'avais passé des semaines à peindre une aquarelle pour l'anniversaire de mariage de mes parents. J'y avais mis tout mon cœur, toute ma petite âme d'enfant qui cherchait désespérément une miette d'approbation. Quand je leur ai offert, mon père, Hubert, l'a regardé avec un désintérêt total. C'est mignon, a-t-il dit sans même me regarder. 2 jours plus tard, j'ai retrouvé mon dessin dans le garage. Il était froissé, taché, posé au fond du panier du chien. Mon père l'avait utilisé pour isoler le chien du froid du carrelage. Quand j'ai pleuré, ma mère m'a dit, arrête tes jérémiades, Azili. Au moins, ton dessin sert à quelque chose d'utile pour une fois. Utile. C'était le mot-clé. Je ne valais quelque chose que si j'étais utile. Puis il y a eu ma remise de diplôme. J'avais travaillé comme une forcenée, cumulant 2 jobs étudiants pour payer mon école d'illustration, car mon père refusait de financer des études de gribouillage. J'ai fini major de ma promotion. J'étais tellement fière. J'imaginais déjà leur visage, peut-être un sourire, peut-être un « bien joué ». Ils ne sont jamais venus. Le jour de la cérémonie, ils étaient dans un avion pour les Maldives. Pourquoi? Pour fêter les fiançailles d'Ombeline avec Gontran. Un voyage surprise. Ils m'ont envoyé une carte postale 2 semaines plus tard, on pensera à toi en buvant des cocktails. Félicitations pour ton petit papier. Mon diplôme, le fruit de 5 ans de sacrifice, n'était qu'un petit papier. Et l'incident le plus récent, celui qui a scellé mon cœur dans le béton, a eu lieu il y a 6 mois. Lors d'un déjeuner dominical, une torture obligatoire, Gontran, mon beau-frère, ce parvenu au sourire trop blanc et au costume trop brillant, a décidé de faire de moi le sujet de divertissement à table. Alors Azili, toujours célibataire? Toujours à dessiner des petits lapins pour des livres que personne n'achète? Tu sais, ma boîte cherche une femme de ménage. C'est payé au SMIC, mais pour toi, ce serait une promotion, non? Toute la table a éclaté de rire. Mon frère Malo a failli s'étouffer avec son vin. Ma sœur a gloussé. Mes parents ont souri avec indulgence, comme si Gontran venait de faire un trait d'esprit brillant. Il a raison, a renchéri ma mère. Il faut être réaliste, ma fille. Tu n'es pas faite pour réussir. Tu es faite pour servir. Je n'ai rien dit ce jour-là. J'ai baissé la tête et j'ai continué à manger ma viande trop cuite, avalant ma rage avec chaque bouchée. Voilà pourquoi je n'ai rien dit pour les 140 millions. S'ils savaient que j'avais de l'argent, leur mépris se transformerait instantanément en une affection gluante et intéressée. Ils ne m'aimeraient pas pour moi. Ils aimeraient mon carnet de chèques.
Il dirait que c'est l'argent de la famille. Il m'expliquerait comment le dépenser, comment l'investir pour eux. Il reprendrait le contrôle. Or, cet argent, c'était ma liberté. C'était la preuve tangible, indiscutable, chiffrée, que le destin avait choisi son camp. Et pour une fois, ce n'était pas le leur. Cette nuit-là, après l'appel de ma mère, j'ai dormi comme un bébé. Le lendemain, je suis allé au siège de la Française des Jeux. J'ai encaissé mon gain. J'ai ouvert un compte dans une banque privée dont l'entrée ressemble à un ministère. Et j'ai commencé à construire ma forteresse. Les jours qui ont suivi ont été d'une schizophrénie délicieuse. Je vivais 2 vies parallèles qui ne se touchaient jamais. Le matin, je mettais mes vieux vêtements. Un jean délavé, un manteau en laine boulochée qui avait vu trop d'hiver, et mes baskets usées. Je prenais le RER B, ce train de banlieue bondé, saturé d'odeurs de sueur, de parfums bon marché et de fatigue humaine. Je me laissais bousculer, écraser contre les vitres, gardant la tête basse. Pour le monde, j'étais toujours Azilie la ratée, la fille invisible qui s'excuse d'exister. Je me rendais dans un espace de coworking bas de gamme où je prétendais chercher des missions de freelance, juste pour maintenir la façade au cas où quelqu'un demanderait. Mais à l'heure du déjeuner, la transformation opérait. Je m'éclipsais discrètement. Je changeais de chaussures, enfilant une paire d'escarpins de créateur que je gardais dans mon sac à dos. Je prenais un taxi, direction le centre de Paris. Un jour, je suis allé déjeuner seul à l'Ambroisie, un restaurant 3 étoiles sur la place des Vosges. Le maître d'hôtel m'a regardé bizarrement en voyant mon manteau usé que je tendais au vestiaire. Mais quand j'ai commandé le menu dégustation et une bouteille de vin rare sans même regarder le prix, son attitude a changé. J'ai mangé des truffes blanches et du caviar en regardant les passants sous la pluie, savourant chaque bouchée comme un secret interdit. C'était enivrant. C'était addictif. Je me sentais comme une espionne en territoire ennemi. Je possédais le pouvoir ultime, celui de dire oui à tout, et de choisir de dire non. Pendant ce temps, le téléphone familial ne cessait de vibrer de notifications. Le groupe WhatsApp, la famille formidable, oui, ma mère l'avait vraiment appelé comme ça, était en ébullition pour les préparatifs de Noël. Ombeline envoyait des photos de ses essayages de robes. Regardez ce que Gontran m'a offert. Une copie parfaite de Chanel, on n'y voit que du feu. C'est tellement chic. Je regardais la photo de son sac contrefait, puis je posais les yeux sur mon propre sac, un véritable Hermès Birkin que je venais d'acheter et que je gardais caché au fond de mon placard miteux à Saint-Denis. J'ai failli répondre, c'est joli, mais le cuir a l'air synthétique, mais je me suis retenue. Malo se plaignait de sa voiture. Papa, la Audi fait un bruit bizarre. Il me faut vraiment le nouveau modèle pour impressionner les filles. Tu peux m'avancer 5000 balles? Et mon père répondait, on verra après les fêtes, mon fils. Les affaires sont un peu dures ce trimestre, mais pour toi, on trouvera une solution. Toujours une solution pour Malo. Jamais un centime pour mes études. Un soir, alors que je rentrais dans mon taudis après avoir visité une suite royale au Ritz juste pour le plaisir, j'ai croisé ma voisine de palier, Madame Rossi. Une vieille dame adorable qui vivait avec une maigre pension. Elle m'a vu sourire. Vous avez l'air heureuse ce soir, ma petite Azilie. Vous avez rencontré quelqu'un? J'ai souri encore plus large. Mieux que ça, Madame Rossi. J'ai rencontré ma liberté. Je lui ai glissé un billet de 500 € dans la main. C'est pour votre chauffage cet hiver. Ne dites rien. C'est un secret. Elle a pleuré. C'était la première fois que mon argent faisait pleurer quelqu'un de joie, et non de frustration. Ce sentiment était 1000 fois meilleur que le goût du caviar. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer à jouer ce double jeu éternellement sans un allié. J'avais besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui connaissait la toxicité de ma famille aussi bien que moi. Il n'y avait qu'une seule personne, tante Maglone. La brebis galeuse de la génération précédente. La sœur que ma mère méprisait parce qu'elle avait refusé de se marier riche pour vivre sa vie d'artiste bohème. J'ai pris mon téléphone. C'était l'heure de recruter mon général pour la bataille à venir. Maglone était assise à la terrasse du café de Flore, une cigarette fine au bout des lèvres,
enveloppée dans un châle coloré qui jurait avec le gris parisien. Quand je suis arrivée, elle a plissé les yeux derrière ses lunettes de soleil Versailles. Alors, ma nièce préférée m'invite dans ce quartier chic? J'espère que tu n'as pas vendu un rein. Ta mère m'a dit que tu mangeais des cailloux en ce moment. Je me suis assise en face d'elle. Mon cœur battait fort. C'était le premier test. Tante Maglone, j'ai besoin que tu me promettes le silence absolu. Sur la tête de grand-mère. Elle a écrasé sa cigarette, soudain sérieuse. Tu as tué quelqu'un? Si c'est Gontran, je t'aide à cacher le corps gratuitement. J'ai ri, un vrai rire libérateur. Non. Mieux. Regarde. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'appli bancaire et je l'ai posé sur la petite table ronde en marbre, entre nos 2 cafés crème. Maglone a ajusté ses lunettes. Elle a penché la tête. Elle a ôté ses lunettes. Elle a rapproché le téléphone de ses yeux. Putain de merde, a-t-elle chuchoté, un juron qui sonnait comme de la poésie dans sa bouche. C'est des vrais zéros? C'est des vrais zéros. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu de la pure fierté. Pas de jalousie. Pas de calcul. Juste de la joie brute. Tu les as eus. Tu as eu ces vautours. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me venger. Mais d'abord, j'ai besoin d'un château fort. C'est ainsi que nous avons passé les 3 jours suivants. Avec Maglone à mes côtés, je n'étais plus la petite Azilie apeurée. J'étais une force de la nature. Nous avons écumé les agences immobilières de luxe. Je n'ai pas cherché un appartement. J'ai cherché une déclaration de guerre. Nous avons trouvé la perle rare sur l'avenue Foch, dans le 16e arrondissement, le quartier le plus bourgeois, le plus fermé, celui-là même où ma mère rêvait d'habiter mais n'avait jamais eu les moyens. C'était un duplex de 300 mètres carrés dans un hôtel particulier, avec des moulures dorées à la feuille, des parquets qui craquaient d'histoire, et une vue imprenable sur l'Arc de Triomphe. L'agent immobilier, un homme au costume étriqué qui nous avait regardé de haut en bas avec dédain au début, a failli s'étouffer quand j'ai dit « Je le prends ». Madame, c'est un bien d'exception à 4,5 millions d'euros. Le dossier de financement va être. Pas de financement. Virement comptant. Je veux les clés avant Noël. Le silence qui a suivi était assourdissant. L'homme a bégayé, a transpiré, et s'est transformé en paillasson humain en l'espace de 3 secondes. J'ai adoré chaque seconde de cette humiliation. C'était un avant-goût de ce qui attendait ma famille. Une fois l'acte signé, Maglone et moi avons dansé dans le salon vide grand comme une salle de bal. Tu réalises? M'a-t-elle dit. Ta mère tuerait pour entrer ici. Elle vendrait ton père pour un placard de cette entrée. Elle ne mettra jamais les pieds ici tant qu'elle ne m'aura pas respecté, ai-je répondu froidement. J'ai meublé l'appartement en un temps record, payant des suppléments exorbitants pour une livraison express. J'ai engagé un décorateur, un chef cuisinier pour le réveillon, et même un service de sécurité privée. J'étais prête. J'avais mon château. J'avais mon armure. Il ne me manquait plus que l'arme du crime. Mais le destin, ce petit farceur, a décidé d'accélérer les choses. Dites-moi franchement en commentaire, si vous aviez été à ma place, traité comme une moins que rien toute votre vie, auriez-vous partagé cet argent avec votre famille? Ou auriez-vous fait exactement comme moi? Soyez honnête, je lis tout. L'argent appelle l'argent, mais il appelle aussi le danger. Je m'en suis rendu compte 2 jours avant Noël. Je venais d'acheter ma voiture. Pas n'importe laquelle. Une Porsche Macan, noire, intérieur cuir rouge, toute option. C'était un caprice, je l'avoue. Je n'avais même pas de garage à Saint-Denis, donc je la laissais dans le parking sécurisé de mon nouvel immeuble avenue Foch. Ce jour-là, je la sortais pour la première fois pour aller chercher des cadeaux pour Di Maglone. Je me sentais invulnérable derrière le volant, protégé par l'acier allemand et l'odeur du cuir neuf. Je portais des lunettes de soleil Dior et un foulard en soie, me fondant parfaitement dans le décor des Champs-Élysées. Je me suis arrêtée à un feu rouge. La musique classique jouait doucement. J'ai tourné la tête vers la droite, et mon sang s'est glacé. Dans la file d'accent grave côté, il y avait la Peugeot grise de Gontran.
Il était au volant, tambourinant nerveusement sur son volant. Ombeline était côté passager, en train de se refaire une beauté dans le miroir de courtoisie. J'ai remonté ma vitre électrique, priant pour que le feu passe au vert. Mais c'était trop tard. Gontran a tourné la tête. Nos regards se sont croisés. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la confusion totale dans ses yeux. Il a froncé les sourcils. Il a plissé les yeux. Il a dû se dire, c'est Azili? Non, impossible. Azili prend le bus. Azili porte des pulls qui grattent. Le feu est passé au vert. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Le moteur V6 a rugi et j'ai laissé la Peugeot de Gontran loin derrière moi, dans un nuage de poussière imaginaire. Mon cœur battait à tout rompre. M'avait-il reconnu? La réponse est arrivée 30 minutes plus tard, sous la forme d'une notification WhatsApp. Maglone m'a transféré les messages du groupe familial, dont j'étais exclu, bien sûr, mais où Maglone restait pour espionner. Gontran, vous allez pas me croire. J'ai vu une meuf qui ressemblait cracher à Azili au volant d'une Porsche flambant neuve sur les champs. Ombeline, MDRRR n'importe quoi. Azili? Elle a même pas de quoi se payer un ticket de métro. C'était sûrement un sosie. Gontran, non je te jure, c'était troublant. Ou alors? Malo, ou alors quoi? Gontran, ou alors notre petite sainte n'est pas si sainte que ça. Vous croyez qu'elle fait, vous savez quoi? De l'escorting? Mère, Sibylle, Gontran. Quelle horreur! Ne dis pas des choses pareilles. Bien que, ça expliquerait pourquoi elle est toujours fauchée mais qu'elle refuse nos conseils. Si elle fait ça, c'est la fin. Je ne survivrai pas à la honte si les voisins apprennent que ma fille se vend. Ombeline, si c'est ça, elle me dégoûte. Rouler en Porsche avec de l'argent sale. Burke. J'ai lu les messages, garés dans mon parking de luxe. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Ils ne se sont pas dit, tiens, peut-être qu'elle a réussi. Ils ne se sont pas dit, tiens, peut-être qu'elle a gagné un concours. Non. Leur première et unique conclusion, c'était que je me prostituais. Pour eux, c'était la seule explication logique à ma richesse potentielle. À leurs yeux, je n'avais aucun talent, aucune intelligence, aucune valeur, sauf celle de mon corps à vendre. Une larme de rage a coulé sur ma joue. Je l'ai essuyée rageusement. Vous pensez que je suis une pute? Ai-je murmuré dans le silence de l'habitacle. Très bien. Je vais vous baiser, mais pas comme vous le pensez. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Maglone, le plan ne change pas. On attend le 24. Ils vont payer pour chaque mot. Le 23 décembre au matin, la veille du réveillon, mon téléphone a sonné. C'était encore ma mère. J'étais en train de superviser l'installation d'un lustre en cristal de baccarat dans ma salle à manger. J'ai fait signe aux ouvriers de continuer en silence et je suis allé sur le balcon. Paris s'étendait sous mes pieds, gris et majestueux. Allô? La voix de ma mère était différente cette fois. Elle était mielleuse, sucrée, le genre de ton qu'elle utilisait quand elle voulait obtenir une réduction chez le coiffeur. Azili, ma chérie. Comment vas-tu? J'ai haussé un sourcil. Ma chérie? Il y a 3 jours, j'étais la honte de la famille. Ça va, maman? Pourquoi tu appelles? Oh, tu sais, avec ton père, on a réfléchi. C'est Noël après tout. La famille, c'est sacré. On s'est dit que c'était quand même triste que tu sois toute seule dans ton petit studio. J'ai attendu. Je savais qu'il y avait un « mais ». Il y avait toujours un « mais ». Donc, on a décidé de t'inviter. Tu peux venir demain soir. Pendant une fraction de seconde, mon cœur d'enfant a bondi. Ils me voulaient? Ils avaient changé d'avis par amour? Mais la suite a douché cet espoir aussi vite qu'il était apparu. Par contre, il y a un petit souci, a-t-elle continué rapidement. Maria, la femme de ménage, est tombée malade. Une grippe, tu te rends compte? Juste avant le réveillon, quelle ingrate. Du coup, on est un peu débordé. Comme tu viens, tu pourrais arriver vers 14 heures?
Il y a toute l'argenterie à astiquer, les huîtres à ouvrir, et le service à gérer pendant le dîner. Ombeline vient de se faire une manucure au gel, elle ne peut absolument pas toucher à l'eau. J'ai fermé les yeux, inspirant l'air froid de l'hiver. Il ne m'invitait pas à table. Il m'invitait à la cuisine. Ils voulaient remplacer la femme de ménage par leur fille aînée. Ils voulaient que je serve le champagne à leurs invités de marque, que je ramasse leurs assiettes sales, que je sois l'ombre silencieuse qui assure leur confort pendant qu'ils se pavanent. C'était le sommet de l'humiliation. C'était tellement grotesque que c'en était presque drôle. Allô? Azili? Tu es là? C'est une chance qu'on te donne, tu sais. Tu pourras même emporter les restes du chapon. J'ai ouvert les yeux. J'ai regardé mon appartement à 4 millions d'euros. J'ai regardé ma Porsche en bas. J'ai pensé aux 140 millions qui dormaient au chaud. Maman, ai-je dit d'une voix calme, posée, dénuée de toute émotion. Oui chérie? Non. Un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Pardon? Comment ça non? Non, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas rastiquer ton argenterie. Je ne viendrai pas ouvrir tes huîtres. Et je ne viendrai certainement pas servir ta précieuse ombeline. Mais, pour qui tu te prends? Tu vas passer Noël seule comme une misérable. On te tend la main et tu craches dessus? C'est ça? Tu préfères tes nouilles instantanées à notre foie gras? J'ai souri. Un sourire carnassier. Je ne serai pas seule, maman. Et ne t'inquiète pas pour mon menu. Je pense que je vais m'en sortir. Tu es une égoïste. Une petite ingrate égoïste. Ne reviens jamais pleurer quand tu seras à la rue. C'est fini, tu entends? Tu n'es plus ma fille. C'est noté, Sibylle. Joyeux Noël. J'ai raccroché. Et puis j'ai bloqué son numéro. Puis celui de mon père. Puis celui d'Ombeline, de Gontran et de Malo. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein. Plein de promesses. Plein de puissance. Je me suis retourné vers les ouvriers qui fixaient le lustre. C'est parfait, ai-je dit. Maintenant, place à la fête. J'avais refusé leur invitation à être leur esclave. Maintenant, j'allais leur montrer ce qu'était une vraie reine. Le soir du 24 décembre, Paris brillait de mille feux, mais aucune lumière n'était aussi éclatante que celle de ma propre liberté. Dans la maison de mes parents, à quelques kilomètres de là, je pouvais parfaitement imaginer la scène. L'ambiance devait être tendue. Gontran devait transpirer dans son costume bon marché, inquiet de ses dettes de jeu que Maglone m'avait révélées. Ombeline devait être hystérique parce qu'elle avait dû toucher une éponge. Ma mère devait pester contre l'ingratitude de sa fille aînée pour détourner l'attention du fait que le rôti était trop sec. Ils devaient être misérables dans leur petit théâtre de fausses apparences. Pendant ce temps, chez moi, c'était le calme absolu et le luxe voluptueux. Tante Maglone était arrivée vers 20h, vêtue d'une robe de velours rouge spectaculaire. « Bonsoir, ma milliardaire préférée », a-t-elle lancé en entrant. Nous nous sommes installés dans le grand salon. Le feu crépitait dans la cheminée en marbre. Un sapin immense, décoré par un professionnel avec des ornements en verre soufflé, touchait presque le plafond de 4 mètres de haut. Nous n'avions pas d'invités prétentieux. Juste nous deux. Et un chef privé qui nous servait un menu digne de l'Élysée. À ta nouvelle vie, Azili, a dit Maglone en levant sa coupe de champagne cristal Roderer. J'ai bu une gorgée. Les bulles explosaient sur ma langue comme des petites étoiles. À nous, tante Mag. Et à ceux qui ne sont pas là. Vers 23h, légèrement grisés par le champagne et le bonheur, nous avons décidé qu'il était temps. Temps de lâcher la bombe. Tu es sûr? M'a demandé Maglone, un sourire diabolique aux lèvres. Une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie. Ils m'ont traité de honte. Je vais leur montrer de quoi la honte est faite. J'ai pris mon téléphone. Je me suis installé sur le canapé en velours bleu nuit, avec la vue imprenable sur la tour Eiffel scintillante en arrière-plan. J'ai disposé la scène avec la précision d'une directrice artistique. Mes jambes croisées, vêtues d'une robe en soie émeraude haute couture.
Une main tenant nonchalamment la coupe de cristal. Sur la table basse en verre, bien en évidence, la clé de la Porsche avec son écusson doré. Et juste à côté, par hasard, un document bancaire de la banque privée Rothschild Martin Morel, ouvert. J'avais flouté mon nom et le numéro de compte, mais j'avais laissé le solde parfaitement lisible. Solde créditeur, 85 450 000 €, c'était ce qu'il restait après mes achats immobiliers et mes placements. J'ai pris la photo. Elle était parfaite. Elle suintait la richesse, le calme et la puissance. J'ai ouvert Facebook et Instagram. Mes profils étaient privés, mais toute ma famille me suivait, principalement pour espionner mes échecs. J'ai uploadé la photo. En légende, j'ai écrit ces mots simples, tranchants comme des rasoirs. Maman a dit que je n'avais rien à fêter et que je ferais honte à la famille ce soir. Merci, maman, de m'avoir interdit de venir. Grâce à toi, je peux profiter de mes 140 millions de raisons d'être heureuse en paix. Joyeux Noël depuis ma nouvelle maison. #euromillion, #nouvelle vie, #l'âme t'es riche. J'ai relu une fois. Mon pouce a plané au-dessus du bouton « Publier ». Fais-le, a chuchoté Maglone. J'ai appuyé. Publication envoyée. J'ai posé le téléphone sur la table, écran face visible. Maintenant, on attend, ai-je dit. Il a fallu exactement 3 minutes. Le temps que la notification apparaisse sur l'écran d'Ombeline ou de Malo, qui passaient leur vie sur les réseaux. À 23h05, mon téléphone s'est allumé. Un appel entrant. Ombeline. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé l'écran vibrer, un sourire froid aux lèvres. Puis un autre appel. Malo. Puis Gontran. Puis papa. Et enfin, la reine-mère, maman. Le téléphone a commencé à danser la gigue sur la table. Il ne s'arrêtait plus. Les messages affluaient en cascade, faisant clignoter l'écran comme un stroboscope. Nous avons regardé le spectacle, Maglone et moi, en mangeant notre bûche glacée à la feuille d'or. C'était le meilleur divertissement de Noël que j'ai jamais eu. Il paniquait. Il réalisait. Il tremblait. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. Si j'avais pu être une mouche sur le mur de la salle à manger de mes parents à cet instant, j'aurais payé cher. Mais je n'en avais pas besoin. La teneur des messages me racontait l'histoire en temps réel. J'ai débloqué mon téléphone, juste pour lire, pas pour répondre, et j'ai fait défiler le flux de panique. Ombeline, 23h07, c'est quoi cette photo? C'est un fake? Dis-moi que c'est un montage Azili. Ombeline, 23h09, j'ai zoomé sur le relevé. C'est le logo de la banque privée RMM. C'est impossible. Tu as braqué une banque? Ombeline, 23h12, réponse Algarce. Tu as gagné au loto? Sans nous le dire? Malo, 23h15, Azili, c'est ton petit frère préféré. Dis-moi que c'est vrai. Papa est en train de faire une crise de tachycardie. La clé Porsche, c'est à toi. Gontran, 23h18, Azili, écoute, on a mal commencé. Je savais que tu avais du potentiel. Il faut qu'on parle business. J'ai des opportunités d'investissement incroyables pour toi. Ne fais pas confiance aux banquiers, fais confiance à la famille. Et puis, les messages de ma mère. Ils étaient une étude de cas psychiatrique sur le narcissisme. Maman, 23h20, ma chérie, pourquoi tu ne réponds pas? On s'inquiète. Maman, 23h22, tu es où? C'est quoi cet appartement? Tu nous as caché ça? À ta propre mère? Maman, 23h30, Azili, arrête ce jeu cruel. On est ta famille. L'argent, ça se partage. C'est la loi. Tu ne peux pas nous laisser comme ça alors qu'on t'a élevé, nourri et logé. Maman, 23h45, réponds. Tu es une ingrate. Tu nous dois tout. 50 appels manqués. 100 messages.
Il passait du déni à la colère, puis au marchandage, puis à la dépression, et retour à la colère, le tout en l'espace d'une heure. Maglone lisait par-dessus mon épaule, riant aux larmes. Regarde Gontran, Sora. Parlez business. Il veut juste que tu bouches le trou de ses dettes de jeu. Et ta mère? L'argent ça se partage. Elle n'a jamais partagé un centime avec toi. Je sais, ai-je répondu doucement. C'est pour ça que je ne réponds pas. Vers minuit, un nouveau message est arrivé. C'était Malo, le petit génie de l'informatique, ou plutôt le geek qui passait sa vie sur Google Maps. Malo, minuit 5, j'ai trouvé. La vue sur la photo. C'est l'avenue Foch. J'ai repéré l'angle par rapport à l'Arc de Triomphe. Je sais quel immeuble c'est. On arrive. J'ai senti une pointe d'adrénaline. Ils venaient. Maglone m'a regardé, un peu inquiète. Ils arrivent. Tu veux que j'appelle la police? J'ai réfléchi un instant. Appeler la police serait facile. Mais ce ne serait pas une fin satisfaisante. J'avais besoin de les voir. J'avais besoin de voir leur visage se décomposer en direct. J'avais besoin de leur dire en face ce que je retenais depuis 30 ans. Non, ai-je dit. Laisse-les venir. J'ai prévenu la sécurité de l'immeuble. Ils ne passeront pas le portail sans mon autorisation. On va les recevoir, à ma façon. J'ai fini mon champagne. Je suis allé dans ma chambre, j'ai retouché mon rouge à lèvres un rouge sang, agressif et parfait. J'ai enfilé une veste de smoking sur ma robe. Allons sur le balcon, tante Mag. Le spectacle va commencer. 20 minutes plus tard, nous avons entendu des crissements de pneus en bas, dans la rue calme et huppée. La Peugeot grise de Gontran et la vieille Audi de mon père se sont garées en vrac, jurant avec les limousines et les voitures de sport stationnées le long de l'avenue. J'ai regardé en bas. Ils sont sortis des voitures comme une meute de chiens affamés. Ma mère courait presque, trébuchant dans sa robe longue. Gontran gesticulait. Ombeline tenait son téléphone comme une boussole. Ils ont levé les yeux vers mon immeuble. Ils ont vu la lumière au 3e étage. Ils m'ont vu sur le balcon. Leurs cris ont déchiré la nuit de Noël. Azilie. Azilie ouvre. C'est maman. J'ai souri. La confrontation finale était là. Ils appuyaient sur l'interphone frénétiquement. Le gardien de nuit, un homme massif et impassible que j'avais généreusement étrenné, m'a appelé via la ligne interne. Madame de la Vallière? Il y a un groupe de personnes très agitées en bas qui prétendent être votre famille. Dois-je appeler la police? Non, Jean-Pierre. Laissez-les entrer dans la cour intérieure seulement. Je descends. J'ai pris l'ascenseur privé avec Maglone. Mon cœur battait calmement, un rythme lent et puissant. Je n'avais plus peur. L'argent est une armure, c'est vrai, mais la vérité en est une plus solide encore. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le hall en marbre, je les ai vus à travers les immenses portes vitrées. Ils étaient là, dans la cour pavée, sous la pluie fine qui commençait à tomber. Ils avaient l'air petits. Pathétiques. J'ai ouvert la porte, mais je suis resté sur le seuil, en haut des 3 marches du perron, les dominant de toute ma hauteur, et de mes talons de 12 centimètres. Maglone se tenait juste derrière moi, bras croisés, témoin silencieux. Azilie! A crié ma mère en s'élançant vers moi. Elle a voulu monter les marches pour me serrer dans ses bras, mais j'ai levé une main. Un geste simple, impérieux. Stop. Ne montez pas. Vous salissez le marbre. Elle s'est figée, choquée par le ton. Azilie, ma chérie, mais qu'est-ce qui te prend? On est ta famille. On a vu ton message, on était tellement inquiets. On a cru que tu avais perdu la tête. Inquiet? Ai-je répété. Il y a 24 heures, tu m'as dit que j'étais une honte. Tu m'as interdit de venir chez toi. Tu voulais que je vienne laver tes assiettes par la porte de service. Et maintenant, tu es inquiète? C'était un malentendu. A intervenu mon père, Hubert, essayant de prendre son air d'autorité patriarcale, mais échouant lamentablement face au luxe qui m'entourait. On voulait juste te stimuler. Te pousser à te bouger.
Me stimuler en m'humiliant? Intéressant concept pédagogique, papa. Ombeline s'est avancée, les yeux écarquillés, scannant ma robe, mes bijoux, le hall derrière moi. Je voyais la jalousie la consumer physiquement. Elle tremblait. C'est vrai alors? A-t-elle couiné? Les 140 millions? C'est vrai? J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré l'écran, juste une seconde. C'est vrai. Euromillions. Tirage du 2 décembre. J'ai encaissé l'argent le 5. Un murmure a parcouru le groupe. Gontran a failli s'évanouir. Il s'est passé la main dans les cheveux, le visage ruisselant de pluie et de sueur. Azili, écoute, a-t-il commencé d'une voix tremblante. C'est miraculeux. C'est la providence. Tu sais, la famille, c'est fait pour s'entraider. Ma boîte, on est dans une passe difficile. Si tu pouvais juste avancer quelques centaines de milliers, on te rembourserait. Avec intérêt. J'ai éclaté de rire. Un rire sec qui a résonné contre les murs de pierre de la cour. T'aider, Gontran? Toi qui as dit à tout le monde que je devais faire la pute pour me payer une voiture? Toi qui m'as humilié à chaque repas de famille depuis 10 ans? Il a blêmi. Je plaisantais. C'était de l'humour. Ton humour coûte cher, Gontran. Environ 800 000 euros, c'est ça ta dette? Dommage. J'aurais pu la payer avec l'argent que j'ai dépensé pour mon lustre. Mais j'ai préféré le lustre. Il est plus brillant que toi. Ma mère a recommencé à pleurer, ses larmes creusant des sillons dans son fond de teint. Tu ne peux pas être aussi cruel. Je suis ta mère. Je t'ai porté 9 mois. Tu nous dois le respect. Tu nous dois une part de cet argent. C'est moral. C'est la loi. La loi. Ai-je coupé? Parlons-en de la loi. Vous êtes sur une propriété privée. Et vous harcelez la propriétaire. J'ai fait un signe à Jean-Pierre, le gardien, qui attendait dans l'ombre. Jean-Pierre, ces gens ne sont pas invités. Veuillez les raccompagner à la sortie. S'ils résistent, appelez la police pour violation de domicile et tentative d'extorsion. Quoi? A hurlé Malo. Tu nous chasses? Le soir de Noël? Tu es un monstre. Non, Malo. Je suis juste le miroir de ce que vous avez été pour moi toute ma vie. Vous m'avez banni de votre Noël parce que j'étais pauvre. Je vous bannis du mien parce que vous êtes toxique. La pauvreté, ça se soigne. La méchanceté, c'est incurable. J'ai reculé vers la porte vitrée. Ma mère s'est jetée à genoux sur les pavés mouillés, tendant les mains vers moi. Une scène digne d'une tragédie grecque, mais jouée par une actrice de série B, Azili. Ne fais pas ça. On t'aime. On t'a toujours aimé. J'ai posé ma main sur la poignée dorée de la porte. J'ai regardé cette femme qui m'avait donné la vie mais qui avait essayé de me briser l'âme. Non, maman. Vous aimiez l'idée de pouvoir me contrôler. Et maintenant, vous aimez mon argent. Mais moi? Azili? Vous ne m'avez jamais vu. J'ai fermé la porte. Le verre épais a étouffé leurs cris. J'ai vu le gardien s'avancer vers eux, imposant. J'ai vu mon père tirer ma mère par le bras pour la relever. J'ai vu Ombeline taper du pied comme une enfant gâtée. Je me suis retournée vers Maglone. Elle pleurait silencieusement. Ça va? M'a-t-elle demandé. J'ai pris une grande inspiration. L'air du hall sentait le lys et la cire d'abeille. Il ne sentait plus la peur. Ça va, tante Mag? Ça va vraiment. On retourne finir le champagne? Vous pensez que ça s'est arrêté là? Que ma déclaration dramatique et la porte fermée ont suffi? Vous sous-estimez la ténacité des parasites quand ils sentent l'odeur du sang frais, ou dans ce cas, de l'argent frais. Les jours suivants ont été un harcèlement continu. Ils n'ont pas appelé la police, bien sûr. Ils ont changé de tactique. Ils sont passés de l'agression à la séduction pathétique. Chaque matin, ma boîte aux lettres, que j'avais oublié de sceller au début, débordait de lettres manuscrites. Lettre de papa, ma chère fille, j'ai relu tes anciens bulletins scolaires hier. J'ai réalisé à quel point tu as toujours été brillante.
Je regrette de ne pas te l'avoir dit plus souvent. Pour me faire pardonner, j'ai élaboré un plan de gestion de patrimoine pour toi. Je peux gérer tes actifs pour seulement 2% de commission, c'est moitié moins que les banques. Il voulait encore se faire de l'argent sur mon dos. Incroyable. Lettre d'Ombeline, Asie chérie, Gontran est au plus mal. Il parle de faire une bêtise. Pense à tes neveux. Ils n'auront plus de père. On a juste besoin d'un petit million. C'est rien pour toi, c'est une goutte d'eau. On t'invitera tous les dimanches, promis. 1 million pour venir manger le dimanche? C'était le repas le plus cher de l'histoire. Lettre de maman, celle-là était la pire. Elle avait joint une photo de moi bébé. Regarde comme on était heureux. L'argent ne fait pas le bonheur, Asili. La famille ici. Reviens vers nous. Oublie tout ça. On te pardonne ton comportement de l'autre soir, on met ça sur le compte du choc émotionnel. Viens dîner samedi. J'ai fait ton gâteau préféré. Elle me pardonnait. Elle me pardonnait de ne pas m'être laissé dépouiller. Je n'ai répondu à rien. J'ai donné toutes les lettres à mon avocat. Oui, j'avais engagé un des meilleurs avocats de Paris, un requin nommé Maître Cohen, spécialisé dans la protection des gagnants de loterie contre leur entourage. C'est du harcèlement classique, m'a-t-il dit en parcourant les lettres avec un air ennuyé. Ils sont en phase de désespoir. Attendez-vous à une dernière tentative d'intimidation avant l'abandon. Il avait raison. Le 31 décembre, ils ont tenté le tout pour le tout. Ils ont envoyé un huissier. Pas pour me réclamer de l'argent légalement, ils ne pouvaient pas, mais pour me remettre une assignation au tribunal pour obligation alimentaire. En France, les enfants doivent subvenir aux besoins de leurs parents si ceux-ci sont dans le besoin. Ils prétendaient être ruinés, à cause des dettes de Gontran que mes parents avaient apparemment cautionnées bêtement, et exigeaient que je leur verse une pension mensuelle de 10 000 €. J'ai reçu le papier. J'ai regardé Maître Cohen. On fait quoi? Il a souri, montrant toutes ses dents. On les détruit. Légalement, bien sûr. PHN 11, M accent grave NTRNG PHT FAPEL YLNH Lung, D, 780T, CTA, chat. La réponse que nous avons envoyée n'était pas une lettre d'amour. C'était un dossier de 50 pages, envoyé par coursier recommandé. Voici ce qu'il contenait. La preuve de leurs revenus, Maître Cohen avait fait des recherches. Mon père avait des comptes cachés en Suisse, pas énormes, mais suffisants pour prouver qu'il n'était pas dans le besoin. Ma mère touchait une retraite confortable. Leur demande d'obligation alimentaire était frauduleuse. Nous menacions de porter plainte pour tentative d'escroquerie au jugement s'ils ne retiraient pas leur plainte immédiatement. Les dettes de Gontran, nous avions récupéré les preuves que Gontran avait utilisé la maison de mes parents comme garantie pour ses jeux. Nous avons informé la banque de la situation instable de Gontran, ce qui a déclenché une saisie immédiate de ses comptes. Cruel? Peut-être. Nécessaire? Absolument. La facture, c'était mon idée personnelle. J'avais listé, de mémoire et avec l'aide de relevés bancaires anciens, toutes les fois où j'avais dû payer pour eux, toutes les fois où ils m'avaient emprunté de l'argent sans jamais me rendre. J'avais ajouté les intérêts. Le total s'élevait à 12 450 €. J'ai joint une note, dès que vous aurez réglé cette somme, je considérerai peut-être de vous envoyer une carte postale à Noël prochain. L'acte final, j'ai inclus la copie d'un acte notarié que je venais de signer. J'avais créé une fondation, la Fondation Maglone pour les enfants oubliés. J'y avais versé 50 millions d'euros. L'objet de la fondation? Aider les jeunes adultes rejetés par leur famille à payer leurs études et à se loger. En bas de l'acte, j'avais fait ajouter une clause spécifique pour mon testament, en cas de décès, la totalité de mes biens restants ira à la fondation. Aucun membre de la famille de la Vallière, parents, fratrie, ne touchera un centime, ayant déjà prouvé leur indignité successorale par leur comportement abusif documenté ci-joint. Quand ils ont reçu le dossier, c'était comme si j'avais lâché une bombe nucléaire sur leur maison de banlieue chic. Gontran a été arrêté 2 jours plus tard pour fraude fiscale, il semble que ces magouilles allaient plus loin que le jeu. Ombeline s'est retrouvée seule avec les dettes et a dû vendre tous ses sacs à main, les vrais et les faux,
pour payer l'avocat. Mes parents ont dû hypothéquer leur maison pour sauver les meubles. Ils m'ont appelé une dernière fois. Je n'ai pas répondu, mais j'ai écouté le message vocal de ma mère. Elle ne criait plus. Elle pleurait, une voix brisée, vieille. Tu as gagné, Azili. Tu nous as tout pris. Tu es contente? J'ai effacé le message. Je ne leur avais rien pris. Ils avaient tout perdu eux-mêmes le jour où ils avaient décidé que leur fille ne valait rien sans argent. Je n'étais pas contente. J'étais en paix. Et la paix, ça vaut plus que 140 millions. 6 mois ont passé depuis ce Noël explosif. Je ne vis plus avenue Foch. C'était un beau trophée, mais ce n'était pas un foyer. C'était une étape nécessaire pour prouver ma puissance, mais je n'avais pas besoin de dorure pour être heureuse. J'ai gardé l'appartement comme pied-à-terre, et pour loger Maglone quand elle veut faire la fête à Paris, mais j'ai déménagé. Je vous écris depuis une longère en pierre en Normandie, perchée sur une falaise face à la mer. Le vent souffle fort, les vagues s'écrasent en bas, et l'air sent le sel et la liberté. Ici, personne ne sait que je suis multimillionnaire. Pour mes voisins, je suis Azili, l'illustratrice qui aime jardiner et qui conduit une vieille Land Rover boueuse, la Porsche d'or au garage, elle n'aime pas le sel. Je peins tous les jours. Mes toiles ne sont plus sombres. Elles sont pleines de lumière, de bleu et de vert. Et je ne suis pas seule. Quand j'ai acheté cette maison, j'ai engagé un architecte local pour rénover la grange et en faire un atelier d'art pour les enfants de ma fondation. Il s'appelle Lazare. Il a des mains calleuses, un sourire timide et des yeux qui rient quand il me regarde. Au début, je me méfiais. Je me disais, il veut mon argent. Mais Lazare ne savait rien. Il pensait que j'étais juste une Parisienne aisée qui changeait de vie. Un jour, alors qu'on pique-niquait sur la falaise avec du pain et du fromage, il m'a dit, « Tu sais, Azili, ce que j'aime chez toi, c'est que tu regardes les gens. Vraiment. Tu ne regardes pas à travers eux. C'est rare. » Je lui ai dit la vérité ce jour-là. Pour les 140 millions. Pour ma famille. Pour tout. Je voulais voir s'il allait changer. S'il allait devenir comme Gontran. Il a écouté en silence, regardant la mer. Puis il a pris un galet et l'a lancé dans l'eau. Ça fait beaucoup d'argent, a-t-il dit. Ça doit être lourd à porter tout seul. Mais ça ne change pas le goût de ce camembert, si. J'ai pleuré. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré de soulagement. Il s'en fichait. Il m'aimait, moi. Pas le compte en banque. Aujourd'hui, Lazare et moi vivons ensemble. Tante Maglone vient souvent passer le week-end, et on rit en buvant du cidre. De ma famille biologique, je n'ai presque plus de nouvelles, et c'est mieux ainsi. J'ai appris qu'Ombeline travaille maintenant comme caissière dans un supermarché. L'ironie du sort est parfois délicieuse, car c'était le job qu'elle me conseillait de prendre. Gontran est en prison pour 2 ans. Mes parents vivent chichement, aigris, seuls dans leur grande maison vide qu'ils finiront par perdre. Ils ont choisi l'apparence. J'ai choisi l'authenticité. Ils ont choisi l'argent comme maître. J'ai choisi l'argent comme outil. Ma vengeance n'a pas été de les détruire. Ils se sont détruits eux-mêmes. Ma vengeance a été d'être heureuse, incroyablement, scandaleusement heureuse, sans eux. Alors, à tous ceux qui m'écoutent et qui se sentent bannis, inutiles ou honteux aux yeux de leur famille, n'oubliez jamais que votre valeur ne dépend pas de leur regard. Parfois, la meilleure chose à faire est de partir, de claquer la porte, et de construire votre propre château, même s'il n'est pas fait d'or, mais de paix. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, mettez un « j'aime » sur la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, dites-moi en commentaire, trouvez-vous que j'ai été trop dur avec ma famille à la fin? Ou méritait-il ce qui leur est arrivé? J'ai hâte de lire vos avis. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires de vengeance et de justice. À bientôt.